J'étais en train d'écrire une vidéo, non pire que ça, j'avais tourné une vidéo. Une vidéo dans laquelle je parlais de Leto qui se resserrait devant, de la course au développement, de Ferrari qui fumble comme d'hab. Quand soudain... Don't call it a comeback! He's been here for years, and it's a winning one again! Lewis Hamilton wins the British Grand Prix! On dira ce qu'on voudra, je pense que cette année... aucun commentateur n'a fait mieux pour annoncer une victoire qu'Alex Jacques. Bref, quelle belle saison pour arrêter Weekend Review. Faites le deuil, arrêtez de faire chier. 2 ans après sa dernière victoire, Jeddah 2021, donc ça fait 57 Grand Prix 56. 56. Tu connais tes stats. Donc après 56 GP, Lewis Hamilton s'impose, coïncidentalement, devant Max Verstappen et Lando Norris. Une victoire fortuite où les plus forts, dans ces conditions changeantes, les plus forts sur les paris et sur la stratégie, c'était Mercedes. Bah, je dis fortuite parce que c'était encore taillé pour McLaren, et cette fois-ci, je peux pas lancer une pique à Norris en mode « Oh, il bottle !» Bottle, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu chies dans la colle alors que t'avais une opportunité de gagner. Bref, là, je peux pas blâmer Lando parce que ceux qui ont vraiment chié dans la colle, eh ben, c'est McLaren. Parce que déjà, le passage de slick à intermédiaire, ne pas faire rentrer Piastri, le forcer à faire un autre tour plutôt que double stack avec Norris alors que Oscar était le plus rapide en pneu slick sur piste grasse. Réveillez-vous, c'est même pas genre oh on n'a pas, non, c'est limite du sabotage. Il y en a qui vont soulever, à presque juste titre, que ouais mais il y avait pas le gap comme il y avait chez Mercedes pour double stack. Oui, mais ça reste mieux de faire attendre Oscar 4-5 secondes de plus que de le forcer à faire un tour complet où à la fin de ce tour, il avait plus que 2 secondes d'avance sur genre Lando qui était en inter, non, c'était de la merde en barre. Et puis, quand on est passé de conditions humides à sèches, il y a l'énorme erreur déjà dans le timing de l'arrêt, qu'on peut blâmer sur Lando, c'est lui qui a décidé, et aussi dans les gommes à utiliser. Alors là, je vais être honnête, même moi, j'aurais mis des softs. Tu vois, genre, j'aurais été dans Formula One, j'aurais dit, vas-y, je mets des softs. Il y a que Red Bull qui a senti le coup, qui a foutu Max en pneu dur, et ça a marché. Putain, ça a marché. Un autre facteur qui a influé sur la victoire de Lewis, c'est bien sûr le DNF de Russell, qui avait un problème d'eau. Alors, ça aurait pu être à double effet qui se coule, parce que ce qui gangrène une voiture peut gangréner l'autre. Là, c'était pas le cas, Dieu merci. Mais vu la forme de Russell overall en ce moment, on aurait pu avoir un vrai fight. Un fight qui aurait pu être fratricide à Espagne 2016, ou un fight qui les aurait ralentis et qui aurait pu permettre à Verstappen derrière, en mode boss de Dark Souls, de revenir. Je reste abasourdi par le putain de retour à la toute fin, là, sur les 10 derniers jours, je suis sur le cul. Un autre facteur qui vient s'ajouter à ça, c'est que Red Bull n'a plus la meilleure voiture overall, mais ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Parce que même si j'apprécie pas le book plus que ça, il y a un facteur qu'on ne peut absolument pas oublier, c'est le skill phénoménal dont il a fait preuve. Que ce soit dans les conditions changeantes ou pour dorloter ses pneus tendres sur la fin, alors que c'était clairement pas la gomme la plus rapide sur les 5 derniers tours. On apprécie ou pas le book, on peut pas lui enlever ça, il a été excellent tout le week-end. Il y a quelque chose de formidable auquel on est en train d'assister maintenant, c'est que Mercedes, après 2 ans, 2 ans à chercher de la stabilité, 2 ans à courir après des chiffres irréalistes et des fenêtres de performance qu'ils ne trouvent pas, ont enfin une voiture stable, une plateforme saine sur laquelle ils peuvent développer. Parce que oui, sur 2 ans, Mercedes n'a eu que des victoires, on va dire, somme toute opportunes. Et là, il y en a qui vont me dire, mais là, ça fait pas exception, c'est une victoire dont la fortuité laisse beaucoup de gens sceptiques, et je peux comprendre. Cependant, les Mercedes, ce week-end, étaient vraiment dans le coup, là où les Red Bull l'étaient beaucoup moins. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est uniquement lié à Silverstone? Ou est-ce que c'est parce que la hiérarchie, elle a changé? On est passé d'un début de saison où on avait Red Bull en clair winner avec Ferrari comme dauphin, à un mouchoir de poche dans lequel on retrouve Red Bull, McLaren et Mercedes. Puis il y a Ferrari là qui est l'espèce de chewing-gum dégueulasse que t'as au fond de la poche. Tu sais, l'espèce de boule de merde, tu sais pas ce que c'est là. Elle est pas loin du mouchoir, tu vois, mais elle est pas dedans encore. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que la sacro-sainte course au développement ne s'arrête jamais. Et comme on est sur la fin d'un règlement technique, je vous rappelle que après cette année, il y a 2025 et à la fin, boum, nouveau règlement technique en 2026. La loi des rendements décroissants est en train de frapper Red Bull de plein fouet. C'est-à-dire que pour eux, c'est plus dur et plus cher d'aller chercher 5 centièmes que pour le reste de la grille d'aller chercher 1/10. C'est marrant ça, comme à la fin de chaque règlement technique où on touche pas aux carcasses de pneumatiques. Alors Atla et FIA, peut-être qu'il faut pas changer le règlement tous les 4 matins au final. Actuellement, la voiture qui a fait le plus de progrès, c'est la McLaren. Ce qui est étonnant parce que Andrea Stella lui-même disait en début de saison que, avant d'être une prétendante régulière à la victoire, la McLaren allait avoir besoin d'1 ou voire même 2 ans, que beaucoup de billes étaient alignées pour 2025, et puis en fin de compte, non. À l'opposé, ceux qui m'ont vraiment déçu, c'est Ferrari, parce que je les ai peut-être comparés à la petite boule de je sais pas quoi là au fond de ta poche, mais j'aime bien Ferrari. Moi, de toute façon, j'aime le sport, je m'en bats les couilles. Ce qui m'a vraiment foutu à terre, parce que
je me voyais déjà en fin de saison commencer à vous dire que waouh, le fight pour l'an prochain, il est déjà en train de shape up. Imaginez l'affiche entre Verstappen, Leclerc et Hamilton, le bon, la brute et le truand, un putain de fight incroyable avec une soundtrack par Ennio Morricone, alors qu'au final, on va peut-être assister à l'éclosion d'Oscar Piastri et au premier title fight de Lando Norris. D'ailleurs, Verstappen, parlons-en 2 minutes, parce que toute ma vie, on a cessé de me dire que ce n'était pas le pilote, ce n'était pas la voiture, c'est la combinaison des deux. Et par extension, j'ai fini par le dire aussi. Ça fait sens. Verstappen n'est pas champion du monde avec une Haas, Ricardo Rosset n'est pas champion du monde avec une Red Bull. C'est comme ça. D'ailleurs, en vieillissant, et parce que moi j'aime bien les statistiques, j'ai commencé à quantifier tout ça. Commencé à dire des trucs genre 65% du taf c'est la voiture qui le fait, 30% du taf c'est le pilote, et les 5% qui restent, eh ben c'est les dieux de la course qui décident. Qui décident s'il va pleuvoir aujourd'hui, si ton pneu il va éclater, ou si tu vas avoir une panne moteur. Je pense Verstappen il doit être athée vu comment il fait des gros fuck aux dieux de la course. Non, parce que tu vois le mec, il a une voiture rapide, oui, mais à mes yeux, c'est plus la meilleure voiture du plateau la Red Bull. Vous savez, il y a performance et performance utilisable. Mercedes en 2022 est arrivé avec un concept, tout le monde a fait Waouh, ils vous chiez sur la concu. Toto Wolff était en train de vanter les chiffres qu'ils avaient en simulation et au final, que dalle. Pourquoi? Parce que c'est une performance. Fallait que la voiture soit dans une fenêtre de perf. Et elle a jamais été dans cette fenêtre de perf. Chez McLaren, j'ai l'impression qu'actuellement, ils ont la fenêtre de performance la plus large de la grille. Non seulement il y a de la perf, mais elle est facile à utiliser. Chez Red Bull, j'ai l'impression que ça régresse pas, bien sûr, mais que les progrès sont de moins en moins tangibles. Loi des rendements décroissants, etc. Ils ont, à mon avis, atteint un plafond soit de performance, soit de la plage d'utilisation de cette performance. Et c'est pour ça que je me demande encore comment il fait le Boog, comment il fait pour aller clutch 1, pas juste un top 3, mais genre carrément la 2e place à 3 secondes d'Hamilton, alors que derrière, t'as Sergio qui galère tout le week-end, depuis plusieurs week-ends. J'en suis à un point où je suis en train de douter et de me demander si là où est Sergio, hors ce week-end qui est encore une fois absolument catastrophique, mais là où est Sergio en temps normal, pas facile à dire parce qu'il y a eu que des week-ends catastrophiques récemment, c'est pas justement plus représentatif d'où se trouve la Red Bull en termes de perf. Alors emballe ton commentaire, hein, je suis pas en train de sucer Verstappen, c'est pas un pilote dont je suis particulièrement fan, c'est un pilote qui fait gagner une équipe que je soutient depuis 2009. Donc à partir de là, je suis content qu'il gagne, mais si c'était lui, Ricciardo ou Gasly, ce serait pareil. Non, ce serait pas pareil. C'était Gasly, j'aurais la queue dans la bouche. Il y a aucun problème. Surtout que bon, là, Max, il carré l'équipe solo, donc c'est un peu dur d'être fan de l'équipe quand il y a qu'un seul pilote, tu vois. Toute proportion gardée, c'est pas game over pour Red Bull, parce qu'il y en a qui aiment bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre, donc j'aime bien remettre à plat les choses, hein. Le championnat constructeur, par contre, il est en train de prendre une autre tournure que prévu. Parce que McLaren, ils ont une bonne voiture, à mon avis, le plafond de perf, il est encore pas atteint, et surtout, ils ont 2 pilotes, 2 très bons pilotes. Parce que Mercedes, ils ont enfin trouvé de la stabilité, ils commencent à boulonner de la perf, et ils ont 2 pilotes, 2 très bons pilotes, sûrement le meilleur line-up de la grille. Et même si Ferrari est un petit peu plus lointain en perf, force est de constater qu'ils ont un line-up solide, et qu'ils ont largement les ressources pour développer et revenir dans le combat. Là où Red Bull a beaucoup plus de mal, parce qu'encore une fois, je pense qu'ils ont atteint leur plafond, et que là, ils sont vraiment en train de gratter la peinture pour essayer de passer au travers, pour, tu vois, essayer de tout petit peu. Mais aussi parce que devant, eh ben, ils ont qu'un pilote. Et c'est compliqué du coup au championnat constructeur. Parce qu'autant il y en a un que Mercedes est en train d'essayer d'appâter là en remuant les casseroles de merde à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. C'est leur boulot. Hein, tout ça c'est de bonne guerre. Par contre pour Tom Cruise mexicain ça sent pas bon. Hein, ça sent pas bon du tout parce que selon la rumeur, tiens bien approche-toi. Selon la rumeur il aurait une clause perfo dans son contrat. Comme quoi si au break estival il a plus de 100 points de retard sur Verstappen, il peut perdre son baquet. Et il n'a pas de lien avec la Red Bull Junior Academy, toutes ces conneries, il n'a pas de lien avec Vicarb, il n'est pas impossible qu'il perde purement et simplement son baquet. On peut lui proposer d'aller chez Vicarb à la place d'un Tsunoda ou d'un Ricciardo, spoiler, ils en ont rien à foutre de Tsunoda et ça me fend le cœur, et il pourrait prendre leur place, on pourrait lui proposer, mais on peut ne pas lui proposer aussi, il n'a pas de garantie à ce niveau-là, tu vois. Donc c'est chaud pour lui. Et là c'est le moment où on se rappelle que Perez, bah, c'est un peu un pilote payant, parce qu'il vient, parce qu'il y a de gros intérêts économiques autour de lui, de gros intérêts commerciaux et qui vient avec un sponsor. Oh mais dis donc Lippi, t'es en train de me dire que les intérêts commerciaux pèsent autant dans la balance, voire même peut-être plus que les intérêts sportifs? Quelle surprise! Oh non, j'ai réveillé Inky. Ça va ma belle? Bon, du coup, du fight en perspective, et ça, c'est bon pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche. Je vais pas dans la rue. Venez claquer un selfie, mais après, essayez pas de découvrir où j'habite, merde! Voyons sur Twitch cette semaine. Alors, cette vidéo devrait sortir mardi, normalement. Celle sur Sainz est sortie lundi. Inch, pas sûr. Au plus tard, jeudi. Ouais, c'était Clipidaclip, bisous! Stop.
fucking